plusieurs observateurs, Frédéric Bérard, remarquent que les projets qui sont touchés justement par ce projet de loi Omnibus sont essentiellement des promesses électorales et des projets qui sont chers à la CAQ, au gouvernement caquiste. Et on va même jusqu'à dire que ça fait en sorte ça que des régions qui ont voté du bon bord, comme on disait dans le bon vieux temps, qui ont voté pour la CAQ, seront davantage servies par les projets en question. Par exemple, les fameuses maisons des aînés, seulement 2 ou 3 à Montréal ou en Abitibi, par exemple, et une quarantaine dans une autre région dont le représentant est caquiste. Qu'est-ce que vous dites de tout ça, vous? Électeur, électrice, électricité. Pour moi, c'est épouvantable, cette affaire-là. Même François Legault s'en est même pas caché. Et je vais juste revenir très brièvement sur ce qu'a dit Steve, parce que moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a fait. On déconfine, puis en même temps, on parle d'état d'urgence. Mais l'état d'urgence ici, c'est supposé être un état d'urgence sanitaire, là, pas un état d'urgence économique. On n'est pas encore en crise économique. On n'est même pas sûr qu'on va y arriver. Puis, oui, mais on était à 17 et maintenant à 13 quelques pourcents de chômage. C'est quand même... Il y a des gens qui sont vraiment mal pris en ce moment, là, Frédéric Bérard. Oui, mais attends, ça, je comprends ça. On n'est pas tous des commentateurs politiques assis dans notre salon. Non, c'est grassement payé sur l'heure du midi le samedi. Oui. Mais non, mais ce que j'allais dire avec ça, c'est que justement, le taux de chômage vient de baisser de 4 points, 13 %, c'est beaucoup trop élevé, on s'entend, mais il y a quand même des signes qui sont relativement encourageants. Mais de toute manière, comme disait Steve, la question, c'est pas de savoir si on est pour le fait de lutter lors d'une urgence. Évidemment qu'on l'est, mais 1, à quel prix? 2, dans quel esprit? Et 3, pour quelle durée? Et ça, c'était surtout le point de Steve. Dans 2 ans, à un instant, là, il y a le temps de se passer 1 million d'affaires d'ici là. Et je reviens aussi sur un truc précis, puis je reprends la question au bon que vous venez de me poser. La question de la méthodologie des sondages et ainsi de suite. Je vais faire remarquer l'ironie suivante. Le gouvernement caquiste a accordé sans appel d'offres, des contrats en fait d'une valeur de plus de 800 000 $ à la firme Léger, qui, comme par hasard, réalise justement l'ensemble de ces sondages dont on parle. Est-ce que je remets en cause l'intégrité? C'est pas nécessairement ce que je dis, mais disons qu'il y a une ironie qui est assez frappante. Et puis pour le reste, sur la méthodologie, moi, je m'en remets aux spécialistes. Steve se connaît mieux que moi. Donc, sur la question du favoritisme dont vous venez de soulever, bien évidemment, tout ça va ensemble. Les gens nous appuient, les gens nous aiment, on leur donne des nananes, puis ceux qui nous aiment pas, de moins en moins, on va leur porter attention. C'est ce qui vient de sortir d'ailleurs dans Le Devoir, un article sur Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, qui prend en note les notes, qui prend en note les interventions de députés qui sont en sa faveur et qui prend en note surtout les interventions de députés en sa défaveur. Donc, on sent cette espèce d'arrogance du pouvoir qui vient de se créer, qui n'était pas nécessairement là il y a de ça quelques semaines, quelques mois à peine. Bon, certains disaient qu'elle était déjà là, hein? Ça c'est une autre question. Là, mais... Oui, il y en a plusieurs, mais là, en fait, quand je parle d'arrogance du pouvoir, il y a une attitude, ça va. Mais quand cette arrogance-là se retrouve en fait dans une loi omnibus qui, je le répète, arroge au gouvernement une tonne de pouvoirs fondamentaux, là, c'est une autre affaire. On peut être baveux quand on est à 83 %, OK, ça va. Mais de là à vider une partie de l'Assemblée nationale de ses pouvoirs, là, franchement, on vient de prendre tant qu'à moi une nouvelle coche. Alors, migrons maintenant vers un espace où il y a davantage de moustiques. Ça va peut-être être un peu plus piquant. Faisons le pont ensemble, messieurs, Frédéric Bérard, Steve Fortin, vers le prochain sujet de l'émission, qui est cette notion parfois sulfureuse, en tout cas qui a le don d'animer les débats, le racisme systémique. Dans la foulée des tristes événements aux États-Unis entourant la mort de George Floyd et des manifestations qui ont suivi, les premiers ministres Legault et Trudeau ont été tour à tour interrogés sur la présence ou non, l'existence ou non du racisme systémique au Québec pour M. Legault, au Canada pour M. Trudeau. Il y a Doug Ford aussi, qui a dû répondre à la même question et après quelques valses hésitations a fini par dire qu'il y avait du racisme systémique en Ontario. Pourquoi, Steve Fortin, François Legault et Justin Trudeau ont des réponses opposées sur cette question-là? M. Trudeau dit oui, absolument, il y a du racisme systémique au Canada. François Legault dit je sais qu'il y a des racistes au Québec, ici et là, mais le Québec n'est pas une
une société raciste dans laquelle un système fait en sorte que des discriminations de nature raciste émanent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est simple. En fait, ils sont de deux écoles idéologiques totalement opposées, différentes, divergentes. Puis c'est normal que Justin Trudeau essaie de lui, c'est sûr et certain qu'il va être d'accord avec ça, puis il va faire du millage là-dessus. Pendant que hier, il se penchait, puis qu'il mettait le genou à terre, puis qu'il disait, ben voilà, pour George Floyd et tout ça. Il a participé à une manifestation, là, oui, devant le Parlement. Oui, à Ottawa. Ouais. Déjà qu'il a été tellement longtemps confiné, tout ça, puis là, il s'en va dans la foule, pas de problème avec son masque. C'est tellement hallucinant. Toute la mécanique qu'on met derrière les photos pour ce premier ministre-là, c'est fou. Juste là-dessus, on pourrait élaborer, mais je dirais ceci. Pendant qu'il était en train de faire ça, quelqu'un m'a envoyé un tweet d'Émilie Nicolas à l'époque qui avait dit ouais, ben ce premier ministre-là, Justin Trudeau, il a mis beaucoup de temps. C'est fou le temps qu'il avait à mettre pour faire son blackface parce qu'il avait été tellement bien réussi. Puis je le sais, on dira ouais, mais ça fait longtemps et tout ça. Il y a dans cette espèce ça revient une fois de temps en temps, cette question-là de l'antiracisme. Puis souvenons-nous qu'en 2017, puis fin 2017, début 2018, quand on avait beaucoup parlé de ça à cette époque-là, on avait envoyé ça à la Commission des droits de la personne et ça avait très mal fini en queue de poisson. La présidente là-bas qui avait été désavouée, les gens dans son bureau, on parlait de militantisme, de groupes militants qui étaient beaucoup trop représentés. Il y a une composante très militante à ça. Et je veux dire une chose, encore une fois, je veux pas, c'est pas parce que je veux taper sur elle, mais quand je vois Émilie Nicolas qui dit ouais, mais Didier Lucien, il est instrumentalisé par les gens de la Fête nationale, puis on l'utilise, puis on l'empêche de parler. Tabarnouche, ça faisait 2 jours que les gens du mouvement national de la Fête nationale disaient Didier Lucien, c'est lui qui demande ça. Oui, en effet, pour nos auditeurs, là, oui, alors Didier Lucien, le porte-parole cette année de la Fête nationale, il est, pour ceux qui ne le savent pas, il a la peau noire et il a demandé, semble-t-il, aux organisateurs de la fête de dire aux médias qu'ils n'étaient pas intéressés à se prononcer sur la question du racisme. Et Émilie Nicolas, étant une militante antiraciste, elle a dit, voyez, c'est le comité de la Fête nationale, ce sont des nationaleux bornés qui empêchent M. Lucien de parler. Bon, quelque chose comme ça, hein, c'est ça. Oui, et je veux finir là-dessus. Je veux dire une chose. Quand, il y a quelques mois, il y a eu des révélations, et enfin, on en parlait dans le milieu du hockey, parce que c'est un milieu que je connais bien, quand on a commencé enfin à dire c'est un milieu machiste, raciste, puis dans mon temps, en tout cas, ça l'était vraiment beaucoup. Je connais quelqu'un, moi, avec qui j'ai évolué longtemps. Quand tout ça s'est sorti, il y a beaucoup de gens dans le milieu qui se souvenaient de son histoire, puis je ne vais pas le nommer parce que je ne veux pas le nommer. Mais la Ligue junior majeure du Québec, à la fin des années 80, au début des années 90, quand tu étais un joueur noir, là, il y avait quelque chose. Puis il y en a un autre qui joue pour les Nordiques de Québec qui s'appelle Réginald Savage. Il a accepté de parler, lui. Ça a pris du temps avant qu'il le dise. Ça se peut-tu qu'il y ait des gens qui veulent tout simplement leur droit au silence puis qui décident. Moi, en tout cas, j'en connais un qui a beaucoup de gens de chroniqueurs sportifs qui ont appelé puis qui a décidé de ne pas parler, puis il leur a demandé de respecter ça. Mais si Didier Lucien veut faire ça, il faut qu'on le respecte. Puis les militants fatigants qui vont aller puis qui vont essayer de le faire parler contre tout, ou même instrumentaliser son silence, je trouve ça absolument infect. Steve Fortin, vous parliez de hockey, il faut passer la rondelle à Frédéric Bérard, peut-être pourra-t-il compter un but? Frédéric Bérard, y a-t-il, et là vraiment en quelques secondes, y a-t-il du racisme systémique au Québec et au Canada? Mais je suis désolé. Et si oui... la question pendant 8 minutes, puis moi j'ai 30 secondes. Eh oui, désolé. Si oui, c'était le but de l'exercice, pour que vous finissiez. Alors monsieur, pourquoi M. Legault ne dit pas la même chose que Justin Trudeau? Est-ce que c'est parce que il est dans un contexte... Je suggère une réponse qui, je sais, ne fera pas votre affaire, mais est-ce que c'est parce que, comme chef nationaliste de la tribu canadienne-française, il sait qu'une partie de son électorat est un peu fatigué de se faire taxer de racisme et de xénophobie parce que ici, ça, au Québec, ça a commencé bien longtemps avant l'arrivée de concepts comme celui du racisme systémique? Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire à 100%. C'est un calcul électoral. Mais au-delà de ça, si on parle un petit peu plus de fond en quelques secondes, le racisme systémique, c'est drôle parce qu'il y a des gens, encore des amis de Mont-Laurier, d'où je suis originaire, puis qui se posent la question, oui, mais ça veut-tu dire qu'on est raciste? C'est quoi ce concept-là? Le concept est pourtant relativement simple à comprendre. C'est pas de dire que le Québec est raciste. Il y a personne qui dit ça. C'est pas de dire non plus que le système est systématiquement raciste. C'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est que le système produit des
des billets qui peuvent être discriminatoires, même inconsciemment. Donc, vous dites que François Legault se trompe? Ben, absolument. C'est même pas proche. Même George Bush a été capable de comprendre le concept. Doug Ford aussi, qui est quand même pas mon modèle intellectuel dans la vie. Là. Ben, on va finir là-dessus. Alors, on retiendra que vous êtes d'accord avec Doug Ford et George Bush. Ça vous apprendra, Frédéric Bérard. Il faut qu'on aille parler avec... C'est tout ce que j'ai à dire. Parfait. Allez vous protéger contre les moustiques. À une prochaine. Dans un instant...